Just to check, would this call be in French? Oui, ça va être en français. Est-ce que cela, c'est difficile pour vous, ça vous dérange? Okay, Roger. Thank you. Ok, de toute façon, il y aura un enregistrement. Vous pouvez le regarder encore une fois après, plusieurs fois. Donc, j'espère que vous trouvez quelqu'un qui vous soutient à comprendre le français si jamais, au cas où. Bonjour tout le monde. Pour votre information, on attend encore 1 ou 2 minutes jusqu'à ce qu'il y ait plus de gens qui ont joigné le webinaire. Je vous prie de vous patienter encore un petit peu. Merci beaucoup. Bon, alors, on a attendu pour 3 minutes. Je pense on va gentiment démarrer cet webinaire. Soyez informés que ce webinaire est enregistré, donc si vous n'êtes pas d'accord d'apparaître sur l'enregistrement, laissez votre caméra et votre micro éteint, s'il vous plaît. Je vous souhaite tous et toutes le bienvenu au webinaire sur l'appel à projet et la mise en œuvre d'activités d'atténuation dans le cadre de l'accord 6 de l'agrément de l'accord de Paris, de l'article 6. Cet accord bilatéral a été signé en décembre 23 par la Suisse et la Tunisie. Il est la base légale pour la collaboration sous article 6.2 de l'accord de Paris. Le 27 mai dernier, les deux parties ont lancé la coopération en présence de son Excellence, Madame la ministre Leïla Chikwayi, ministre de l'Environnement de Tunisie, et son Excellence, Monsieur Joseph Renkli, ambassadeur de Suisse en Tunisie. En marge de cet événement, la Fondation CLIC avait lancé le premier appel à projet à l'intention des développeurs potentiels de projets en Tunisie. Avec cet appel à projet, les parties intéressées sont invitées à nous soumettre leurs idées d'activités d'atténuation. Le but de notre webinaire est de présenter le dit appel à projet aux parties intéressées, de décrire les conditions cadres de nos activités. Madame Raïda Eleli, du ministère de l'Environnement tunisien, va nous présenter les exigences du gouvernement tunisien pour les activités éligibles. Le but, c'est aussi d'expliquer le rôle de la Fondation CLIC et son approche. Et à la fin, on aura une session qui permet de poser des questions et d'avoir une discussion. Moi, je suis Jacqueline Jacob, je suis directrice de relations internationales à la Fondation CLIC et je donne le cadre à cet webinaire aujourd'hui. Alors, je me demande, est-ce qu'on peut voir les diapositives sur l'écran? Aurélien, pourrais-tu partager les slides, s'il te plaît, et merci pour m'avoir informé. Marcin Nguyen. En attendant, peut-être quelques règles de conduite de ce webinaire. Veuillez éteindre les microphones, s'il vous plaît, pour éviter des bruits de fond qui gênent. Utilisez le chat pour les questions de clarification.
Si vous avez une question de clarification, utilisez la fonction chat et les participants peuvent renforcer la pertinence et l'urgence d'une question déjà posée dans le chat en appuyant sur le like dans le chat. Cela nous soutient à prioriser l'urgence des questions. Il y aura à la fin une session questions du public. Donc, vous pouvez noter vos questions et attendre votre tour. Vous pouvez, le moment venu, aussi mettre vos questions dans le chat. Et encore une fois, aidez-nous à voir l'urgence de votre question en appuyant sur le like dans le chat. Finalement, si le webinaire est passé et vous avez toujours des questions ouvertes, consultez les Terms of Reference qui sont ajoutés à l'invitation pour ce webinaire. Vous le trouverez en ligne. Merci beaucoup. Et maintenant, nous avons aussi les diapositives à disposition. Ça, c'était déjà le premier point, l'introduction. Le prochain pas dans notre webinaire, c'est des mots de bienvenue de l'ambassade, de la part de l'ambassade de Suisse en Tunisie. Monsieur Jonathan Rezonico, conseiller thématique régional de l'Afrique du Nord et chargé des questions de changement climatique, il nous donne ces mots de bienvenue. Merci Jonathan pour être avec nous aujourd'hui. Merci Jacqueline, on se tutoie. Alors bonjour aussi de ma côté. Chère Madame Raida, cher Aurélien, cher Anas, chers et chers représentants des offices concernés par la mise en œuvre de l'article 6.2 de l'accord de Paris, chers et chers collègues, au nom de l'ambassade de Suisse, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui fait suite à l'événement de lancement des activités de la Fondation CLIC ici en Tunisie. La lutte contre le changement climatique est l'une des priorités de la politique étrangère suisse et constitue également une priorité du nouveau programme de coopération suisse en Tunisie, en accord avec les différentes stratégies nationales développées par le gouvernement tunisien. Pour cette raison, l'ambassade de Suisse et notre ambassadeur Rengli en première ligne s'est engagé à faveur de la signature de l'accord de mise en œuvre de l'article 6.2 de l'accord de Paris. L'accord, comme déjà mentionné par Jacqueline, signé le mois de décembre passé à Dubaï, étend en effet la coopération entre nos deux pays à un nouveau domaine, celui de la réduction de gaz à effet de serre, dans lequel nous avons tout à gagner. Beaucoup de progrès ont été accomplis ces derniers mois, tant par le ministère de l'Environnement que par la Fondation CLIC, afin de mettre en œuvre cet accord. Sur le plan technique, il sera important de veiller à la mise en place de l'autorité nationale désignée au sein du ministère de l'Environnement, planifiée jusqu'à la fin de l'année. Dans ce sens-là, au nom de l'ambassade, je tiens à remercier le ministère de l'Environnement et la Fondation CLIC pour les efforts qu'ils ont déployés jusqu'à présent et pour leurs efforts futurs. Il s'agit maintenant d'aborder, je crois, la partie avec la majorité des défis du processus, à savoir l'identification, le développement et la mise en œuvre des projets qui permettront d'éviter et ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre en Tunisie. C'est la raison pour laquelle je vous invite, chers et chers participants, à saisir cette occasion pour poser vos questions aux représentants du ministère et de la Fondation afin de bien comprendre le mécanisme de l'appel à projet et le mécanisme de financement proposé par CLIC. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de visiter les communes de Kairouan et de Sousse dans le cadre du programme ACTE, Alliance des communes pour la transition énergétique, et PDWI, Projet de développement urbain intégré de la ville de Sousse, deux projets soutenus par la coopération suisse.
j'ai pu constater qu'il pourrait être utile de mieux faire connaître les instruments financiers nationaux et internationaux conçus précisément pour la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique de manière plus générale. Dans ce sens, l'instrument proposé par CLIC, nous parlons de jusqu'à 100 millions de francs suisses ou 350 millions de dinars tunisiens qui pourraient être investis dans des projets en Tunisie d'ici 2030. Je disais que l'instrument CLIC pourrait jouer un rôle important dans le financement de la transition énergétique. Pardonnez-moi, que l'instrument proposé par la CLIC pourrait jouer un rôle important dans le financement de la transition énergétique et écologique, cruciale pour la prospérité économique et environnementale de la Tunisie. Je souhaite donc plein succès au ministère et à la Fondation CLIC pour la mise en œuvre des activités liées au article 6.2 et j'espère fortement que les échanges avec les porteurs de projets tunisiens pendant et suivant ce séminaire seront fructueux. Merci beaucoup, Jonathan Rezonico, représentant de l'ambassade suisse en Tunisie, pour ces mots de bienvenue. Bien entendu, vous êtes le bienvenu de rester pendant la séance. J'invite maintenant, avant de passer à mes collègues de la Fondation CLIC pour mieux introduire le rôle de la Fondation CLIC, je passe la parole à Madame Raïda El Djeli. Elle est directrice de soutien et des mécanismes de mise en œuvre dans l'unité nationale pour le changement de climat au sein du ministère de l'Environnement en Tunisie. Raïda, sois le bienvenu. Merci beaucoup pour nous joindre. Le microphone est à toi. Merci. Merci, chère Jacqueline. Bonjour tout le monde. Je suis Raïda Laj du ministère de l'Environnement tunisien et je travaille à l'unité nationale de coordination sur les changements climatiques. Je suis directrice chargée des mécanismes d'appui. Merci Jacqueline pour le discours d'ouverture et également Jonathan pour le mot d'introduction. Je m'attends à un séminaire fructueux et j'espère donc que cette rencontre virtuelle, elle va permettre aux porteurs potentiels de projets de mieux appréhender le mécanisme de l'appel à projet et de mener à l'identification de projets éligibles au marché carbone, donc dans le cadre de cet accord bilatéral. Donc, ma présentation s'articule principalement sur l'infrastructure institutionnelle de l'article 6 en Tunisie. Il s'agit donc de donner un bref aperçu sur le cadre de gouvernance de l'article 6 qui est en train d'être élaboré et également sur les prochaines étapes et les prochains challenges en termes d'infrastructure institutionnelle. Donc, je commence. La présentation, je vais la faire en langue française. Les slides sont en anglais. Ça fera bon compte pour les gens anglophones. Au moins, ils peuvent nous suivre donc, avec plus d'aisance. Voilà. Donc, je rappelle que la Tunisie est membre de l'accord de Paris depuis donc, sa signature et elle a donc soumis une première CDN, une contribution nationale déterminée en 2015 et plus tard une CDN actualisée en 2021. La CDN, c'est l'engagement climatique du pays. C'est le plan climat du pays traduit donc en termes chiffrés. Pour la CDN tunisienne, c'est 45% en 2030, c'est l'année cible comparé à l'année de référence qui est 2010. Donc, cette CDN, comme donc le stipule l'accord de Paris, elle est divisée en deux composantes. Une composante inconditionnelle, comme son nom l'indique, qui sera donc atteinte par les propres moyens du pays, sans le recours aux appuis financiers extérieurs. Elle est de 27%. Donc, de la totalité de l'objectif, et une composante conditionnelle qui est conditionnée par l'appui financier extérieur. Il s'agit donc d'un pourcentage de 18%, toujours en 2030 comparé à 2010. Prochain slide, s'il vous plaît.
Voilà, donc comme je viens de dire, l'objectif, il est mesuré en termes d'intensité carbone, c'est-à-dire le volume des émissions rapportées au PIB du pays, c'est les métriques qu'on a retenues pour notre CBN. Les appuis financiers pour mettre en œuvre cet objectif ont été estimés à 19,4 milliards pour toute la période 2021-2030, milliards de dollars, bien sûr. Donc ici, la division de l'objectif, juste ça reprend ce que je viens de dire. Les 27%, c'est inconditionnel, c'est le ressource du pays, qu'il soit privé ou public, en comptant sur le banque, le système financier national. Et le conditionnel, c'est plusieurs moyens sont possibles, qu'il soit la finance climatique, par exemple, à travers les fonds climatiques internationaux, tels que le GEF, le GCF, etc., ou bien également la finance traditionnelle, finance développement, donc, qui appuie souvent des aspects climatiques, comprend des composantes climatiques. Il y a également l'article 6, j'ai cité l'article 6, les approches coopératives, qui sont un mécanisme très particulier de la finance climatique qui a ses propres règles et ses propres conditions. Et donc, l'article 6 s'inscrit dans l'appui conditionnel. Prochain slide, s'il vous plaît. Voilà, donc l'article 6 de l'accord de Paris, le très fameux article, il permet aux pays d'échanger entre eux des réductions des émissions. Donc, il s'agit d'un des instruments multiples de la tarification carbone. Il s'agit de donner un prix au carbone, au tonnes de CO2. Donc, il implique deux pays, un pays acheteur et un pays vendeur. Le pays acheteur, c'est le pays hôte du projet. Et le pays vendeur, c'est le pays qui appuie ce projet, mais qui achète entre guillemets en retour les émissions, les réductions des émissions générées par ce projet. Bien sûr, ça pourrait être également une partie de cette réduction des émissions. Il s'agit, selon le jargon de la Suisse, de certificats, c'est-à-dire de certificats qui certifient qu'une tonne de CO2 a été mise en Tunisie. Donc, c'est un échange de certificats. Au niveau international, donc il y a déjà des directives qui ont été prises et ici je fais référence aux deux principales décisions, la décision 2 CMA.3, la décision 6 CMA.4 qui donc édicte un ensemble donc de règles sur le fonctionnement de ces marchés carbone. Et certaines règles sont encore à déterminer dans les prochaines réunions de la COP, notamment la très prochaine COP 29. Prochain slide, s'il vous plaît. Ici, donc, pour rappeler pourquoi l'article 6, pourquoi le recours à l'article 6 en Tunisie, qu'est-ce qu'on va gagner? L'article 6 et les marchés carbone sont un des leviers de l'action climatique, bien évidemment. Si vous ouvrez le document de la CDN de la Tunisie, vous allez trouver donc cette mention que la Tunisie compte de recourir à l'article 6 pour différents projets dans presque tous les secteurs de la CDN. Il y a les énergies renouvelables, citées de manière explicite, également les processus industriels, les déchets, l'eau, l'agriculture, les forêts et l'utilisation des terres. Donc, pour le moment, tout est ouvert donc, au financement carbone. Qu'est-ce qu'on va gagner? Bien sûr, le transfert technologique, parce que si un pays va profiter de ce mécanisme, ce n'est pas pour faire des projets qu'il pourrait donc monter lui-même par ses propres ressources ou par les technologies qui sont existantes. Généralement, ce qu'on appelle des projets first of its kind, c'est des projets novateurs, des projets qui à fort contenu technologique et qui exigent un certain savoir-faire, impliquent un certain niveau de risque également, etc. Ça permet également de débloquer l'investissement et de le dérisquer parce que souvent les institutions financières, ils ont une certaine appréhension pour financer des projets climatiques parce que ça implique un business model très particulier en termes, par exemple, de période de retour sur investissement, etc. Donc,
l'article 6 peut constituer un levier donc, pour débloquer ce genre d'investissement. Et bien évidemment, le renforcement du développement durable, de l'approvisionnement en énergie propre et renouvelable, et de manière, sur le plan macroéconomique, bien sûr, de contribuer à la décarbonation de l'économie. Prochain slide, s'il vous plaît. Dans ce sens, la Tunisie, puisqu'elle a affiché cette intention, elle a signé 2 accords bilatéraux, le premier avec le Japon dans le cadre du GCM, Joint Credit Mechanism, en août 2022. Et le tout récent accord, c'était l'année dernière, en décembre 2023, à la COP 28 à Dubaï avec la Suisse. Donc, 2 accords bilatéraux. Prochain slide. Donc, pour s'engager dans l'article 6, bien sûr, il faut avoir un objectif global, une vision. Il faut comprendre où on voulait aller en s'engageant dans l'article 6. Donc, la Tunisie, elle a déjà élaboré une feuille de route avec l'appui de la GIZ qui trace donc les principaux donc, paramètres d'engagement, tels que quelques recommandations sur l'architecture institutionnelle, les obligations ou les exigences en termes de gouvernance, et bien sûr, toujours faisant référence au cadre international. Et actuellement, l'unité nationale de changement climatique que je représente est en train de traduire cette feuille de route en actions concrètes et en texte réglementaire. Également, on est en train de travailler sur un plan d'action pour mobiliser plus de ressources en faveur de la mise en œuvre donc, de cette feuille de route parce que, comme vous le savez, cela va requérir des renforcements de capacité et également le financement de l'infrastructure. On va l'évoquer dans le reste de la présentation avec plus de détails. Prochain slide. Je rappelle que l'unité nationale de coordination des changements climatiques, c'est l'acteur clé dans tout ce processus. Cette unité de gestion par objectif, elle a été instituée par le décret 2018 et elle a pour mandat de mettre en œuvre les obligations de la Tunisie en vertu de l'accord de Paris et de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. L'article 2 de ce décret précise que un des rôles ou des missions de l'unité, c'est de faciliter ou de permettre l'accès donc, aux mécanismes financiers proposés sous l'égide de la Convention et de l'accord de Paris également, s'agissant de la finance climatique. Prochain slide. Ici, je reviens aux différentes exigences sur le plan international, c'est-à-dire par l'accord de Paris, pour participer au marché carbone. Un pays donc, qui s'engage dans l'article 6, il doit avoir rempli ces requirements. Le premier, c'est tout d'abord d'être partie à l'accord, c'est le cas de la Tunisie. Il faut qu'il soit un bon élève en termes de reporting de communication. Il a soumis ses CDN, les différents rapports concernant l'inventaire, les rapports, donc les rapports biannuels également. Donc, il y a certaines exigences de reporting. Il faut également qu'il ait prévu des arrangements concernant donc, les arrangements institutionnels pour mettre en œuvre l'article 6, surtout concernant le processus d'autorisation, parce que, je m'explique ici, donc, si un pays va s'engager dans les marchés carbone, il va y avoir des projets, il va y avoir génération des réductions des émissions qui vont être transférées au niveau national et ça doit impliquer des autorisations sur le plan international pour que ces réductions ne soient pas comptabilisées doublement par 2 pays, par exemple. Donc, il faut qu'il y ait un cadre institutionnel pour approuver les différents projets et voilà.
légaliser tout ce processus. Il faut également qu'il y ait en place des mécanismes pour faire le suivi des réductions des émissions, pour l'enregistrement, et ça, l'accord de Paris, il a prévu quelques options, on va les aborder tout à l'heure. Il faut également qu'il soit soumis son rapport d'inventaire, comme je viens de citer, ce qui est fait déjà par la Tunisie. Donc là où c'est mentionné ongoing, c'est-à-dire c'est en cours, on est en train de le faire pour le moment. Et finalement, bien sûr, il faut que l'engagement dans l'article 6 soit aligné à l'objectif de la CDN du pays. Prochain slide. Le rapport initial, c'est quoi le rapport initial? Donc, un pays qui s'engage dans l'article 6, il doit soumettre à la CNUC, à la Convention 4, un rapport initial qui décrit tout d'abord les différentes exigences que je viens de citer dans le tableau du slide précédent, mais également d'autres passages descriptifs concernant les approches coopératives dans lesquelles il s'est engagé, comment il va appliquer par exemple la méthodologie de l'ajustement correspondant, c'est-à-dire concernant le fait de refléter donc, les réductions des émissions dans son rapport donc, de transparence, des règles également relatives à l'intégrité environnementale, etc. Donc, pour la Tunisie, ce rapport, l'objectif, c'est de le soumettre cette année en conjonction avec le rapport annuel de transparence. C'est décembre 2024 et la date cible donc, pour soumettre le rapport initial pour l'article 6 et on compte communiquer également lors de la COP 29 sur ce rapport. Prochain slide. Voilà, donc comme je viens d'indiquer, on a donc le volet gouvernance, le volet infrastructure institutionnelle. Donc, nous sommes en train de préparer des textes qui sont donc la date prévue pour leur publication fin 2024, plus tard début 2025. Et également les systèmes de suivi des ITMO. Les ITMO, ce sont les réductions, c'est l'acronyme de réduction des émissions, International Transfer Mitigation Outcomes, transférés au niveau international. Donc, deux options sont possibles ici. Il y a un registre international qui est détenu et contrôlé par la CNUC. Donc, chaque pays peut demander d'ouvrir un compte dans ce registre. Ou bien le pays est libre d'avoir son propre registre. Donc, pour la Tunisie, donc, comme on est donc lié par la contrainte de temps et qu'on est engagé dans deux accords bilatéraux, pour le moment, on est enclin à utiliser le registre international en attendant que le pays développe peut-être en 2025, donc c'est à considérer son propre registre. Prochain slide. Donc là, la principale structure qui va donc faire le check donc, de tout le processus des projets marché carbone, c'est l'autorité nationale désignée. L'appellation peut changer dans le texte final, mais en tout cas, il s'agit du pouvoir de décision, c'est le Main Decision Making Structure est là pour mandat donc, de mettre en œuvre toutes les règles relatives à l'article 6. Les textes sont en cours de préparation et ils vont détailler la représentativité des différentes structures dans cette instance qui sera présidée par le ministère de l'Environnement, comme structure, bien sûr, chef de file sur tout le processus. Le secrétariat, a priori, il sera notre unité, l'unité nationale de coordination sur les changements climatiques, avec des représentants des différents ministères, bien sûr, de la CDN, et il y a le transport, l'agriculture, également des représentants du secteur privé, probablement de l'UTICA. Donc, sera très représentatif comme instance. Les règles de procédure, bien sûr, etc., elles seront tous définies dans le texte, mais également le cycle de projet d'une activité d'atténuation. Nous sommes toujours en train de considérer le format des textes, mais ça pourrait également
prendre la forme d'une décision qui sera annexée au décret de création de cette instance. Donc, il y aura une décision du ministre de l'Environnement qui explique quels sont les différents milestones jalons d'une activité d'atténuation. Voilà, donc. Également, nous considérons la mise en place d'un guichet unique pour les promoteurs pour qu'ils puissent aller pour se renseigner sur différents aspects, pour pouvoir télécharger les différents templates à remplir pour proposer une activité. Le processus d'autorisation, il concerne donc plusieurs étapes. La première étape, c'est le main stage, c'est l'étape de identification, note d'identification du projet. Main, c'est Mitigation Activity Information Note. Donc, l'instance, elle va donner normalement une non-objection. Elle regarde, entre autres, les critères d'éligibilité aussi bien du développeur du projet que de l'activité elle-même, l'aspect conditionnalité, alignement CDN, etc. Le MAD, c'est un document descriptif, il est plus substantiel, c'est donc le document qui décrit en détail le projet, qui explique pourquoi le projet il est additionnel, parce que l'additionnalité financière est un facteur, est un paramètre clé. Il faut vraiment démontrer que sans le revenu carbone, le projet ne pourrait pas avoir lieu. Et ça, bien sûr, il faut le démontrer par A plus B avec des équations, etc. Donc, la méthodologie de calcul, le prix estimé des réductions des émissions, etc. Les fees, ici, donc les frais qui seront donc, chargés sur le porteur du projet. Généralement, il y a des frais pour le traitement administratif du dossier. On est également en train de considérer comment catégoriser ces frais. Est-ce que ce sera par type, par exemple, de projet? Et à quel moment? Est-ce que c'est au moment de l'enregistrement, tout au début du projet, ou bien au moment de réalisation de l'ajustement correspondant? Donc, il y a plusieurs options, mais nous serons transparents, bien sûr, sur cet aspect. Tout sera une fois tout est scellé, il sera bien sûr publié sur le site du guichet unique et connu donc par tout le monde. Credit issuance, ici donc concernant l'autorisation pour le transfert des crédits qui sont générés par les projets. Donc, c'est cette instance aussi qui autorise et ce qui va impliquer un ajustement correspondant, c'est-à-dire que la réduction des émissions seront retranchées de la CDN de la Tunisie pour être donc ajoutées à la CDN du pays acheteur. Prochain slide, s'il vous plaît. Voilà, j'ai abordé déjà le registre international et le registre national. On aura plus de clarté donc, sur ça les prochains mois, début 2025. Mais comme je viens de mentionner, a priori, on va opter pour un compte dans le registre international en attendant d'avoir notre propre registre. Prochain slide. L'ajustement correspondant également, je viens d'expliquer que c'est une pierre angulaire donc, de toute transaction dans le cadre des marchés carbone parce que c'est vraiment l'outil qui va garantir l'intégrité environnementale des projets, qui va garantir que les réductions des émissions, elles sont bien réelles et elles sont comptabilisées une seule fois au niveau international. Donc, ici, juste pour schématiser un projet, par exemple, dans le cadre des marchés carbone, cuisinière, projet de cuisinière propre, Cookstoves, déjà ça a été donc ça a été fait dans d'autres pays de l'Afrique dans le cadre des marchés carbone, même de l'Amérique latine, etc. Bon, je vois ici par exemple sur les schémas, donc si un projet il va générer envers un certain nombre de réductions des émissions, elles vont être retranchées de la CDN du pays vendeur, qui est ici le Pérou par exemple, et rajoutées pour le compte de la CDN suisse, qui est le pays acheteur des certificats des émissions. Prochain slide.
Voilà, également, il y a tout le volet reporting. Ça, c'est à l'administration de le faire. Bien sûr, si on s'engage dans les marchés carbone, il faut donc qu'on accomplisse ces obligations. Le rapport initial, je viens d'expliquer, mais également, il y a un reporting annuel. Il y a une plateforme qui s'appelle la plateforme CARP sur laquelle des informations annuelles doivent donc soumises. Il y a également les informations régulières qui sont incorporées dans le BTR, le rapport biannuel de transparence. Prochain slide. Voilà, donc pour les prochaines étapes, comment y aller? Tout d'abord, bien sûr, il y a un besoin éminent de renforcement de capacités. Déjà, quand on dit marché carbone, presque tous les pays tâtonnent encore, ils font leurs premiers pas, même les pays les plus avancés, donc ils arrivent à peine à donner leur première autorisation de transfert de crédit. Voilà, le besoin de renforcement de capacité pour comprendre donc, les différentes obligations et édictées au niveau international, comment les transcrire, quelles sont les options à même de mieux les transcrire au niveau national, les concepts aussi qui ne sont pas toujours clairs. Le développement voilà, d'une stratégie de communication, ça c'est très important autour de l'article 6. Et surtout, le développement d'un portefeuille de projets qui soit éligible. D'ailleurs, nous sommes actuellement en train de réviser notre CDN. C'est exigé par l'accord de Paris, donc on parle de la CDN 2025. Et on est en train de considérer la manière dont on veut refléter notre engagement dans les marchés carbone, par exemple en détaillant de manière plus claire les projets conditionnels. En effet, on aimerait bien traduire cet engagement de manière plus claire dans notre CDN parce que c'est important pour surtout soit promoteurs de projets ou pour nos partenaires. Et enfin, promouvoir également d'autres mécanismes de tarification carbone. Il ne faut pas oublier le big picture, l'overview, parce que l'article 6.2 également, en particulier, ce n'est qu'un des leviers d'action de l'action climatique, c'est un des mécanismes de la tarification carbone. Il doit s'inscrire en complémentarité avec les autres mécanismes. Voilà, donc tout de mon côté. Merci beaucoup de votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions. Merci beaucoup, Raïda, directrice de soutien et de mécanismes de mise en œuvre au sein du ministère de l'Environnement en Tunisie. C'était très, très utile de vous écouter. Il y a une question dans le chat qui concerne la double comptabilité. La question, c'est dans le contexte du projet de ce webinaire, quel est le pays qui bénéficie de cette réduction? Tu as montré un slide vers la fin de ta présentation. Est-ce que tu veux quand même donner une réponse à cette question? Quels sont les pays qui bénéficient de cette réduction? Oui, Jacqueline, si tu peux revenir au slide juste pour donner plus de détails peut-être? Oui. Donc, normalement, l'ajustement correspondant, comme je viens d'expliquer, il permet de comptabiliser une seule fois les réductions des émissions générées par un projet. Donc, on a parlé de deux types de pays, un pays vendeur et un pays acheteur. Par exemple, je prends notre cas, le cas échéant, le cas de la Suisse et de la Tunisie. Donc, si la Suisse, elle va soutenir la mise en œuvre d'un projet en Tunisie, la Tunisie est le pays hôte de ce projet. Le projet va avoir lieu dans notre pays, mais les réductions des émissions, elles vont être transférées à la Suisse. Donc, la Tunisie, elle va donc appliquer l'ajustement correspondant. Elle va retrancher ces réductions des émissions de son inventaire des gaz à effet de serre. Lorsqu'on fait l'inventaire annuel, il y a des méthodologies, on ne peut pas entrer dans les détails techniques, des méthodologies de calcul, de comptabilisation.
elle va retrancher donc les émissions, les réductions des émissions générées par le projet et les enregistrer au profit de la Suisse. Par exemple, s'il y aura un registre international, la Tunisie, elle va avoir un compte dans ce registre international, un sous-compte pour l'approche coopérative avec la Suisse. S'il y a un projet X qui génère un niveau de réduction des émissions, elles sont donc retranchées du compte de la Tunisie et ajoutées au compte de la Suisse. C'est comme la comptabilité en partie double, une sorte de débit-crédit. C'est ça, pour simplifier. Donc, la Suisse, c'est le pays acheteur de ces certificats et la Tunisie, c'est le pays vendeur. Voilà. Merci beaucoup. C'est une réponse très, très claire. Merci, Raïda. Je tiens à ajouter que c'est seulement sur le niveau des réductions des tonnes de CO2. Mais bien entendu, il y a d'autres bénéfices, des co-bénéfices de cette activité, soit protection de climat, moins de pollution, travail, opportunités de travail, meilleure qualité des produits. Il y a toutes sortes de co-bénéfices d'investissement qui viennent dans les pays hôtes. Donc, il y a des bénéfices pour les deux pays. Absolument, j'ai cité ça dans ma première diapositive, tout ce qui est transfert technologique, bien sûr, et création d'emplois et développement durable, mais également, juste un petit détail ici par rapport au transfert des émissions, le pays hôte qui est la Tunisie, elle peut de toutes les façons retenir une toute portion des crédits transférés, constituer une sorte de provision qu'on appelle dans le jargon international buffer registry pour atteindre ses propres objectifs climatiques. Par exemple, je dis n'importe quoi, 10% ou 5% sur chaque projet, donc pour poursuivre d'autres objectifs, que ce soit dans le domaine d'atténuation ou d'adaptation. Donc, le buffer comme moyen de retenir quelques tonnes de CO2 réduit quand même au pays hôte. Merci beaucoup. Oui, absolument. Merci beaucoup, Raïda. Sans tarder plus, j'aimerais bien passer la parole à Monsieur Aurélien Pillet de la Fondation CLIC. Il est le directeur Carbon Procurement Management pour la Tunisie et aussi pour le Maroc et pour d'autres pays en avenir. Aurélien, tu es mon successeur au sein de la Fondation CLIC. Tu as déjà travaillé avec les Tunisies. Tu étais impliqué dans le climate finance pendant plusieurs années. Nous sommes ravis de t'avoir avec nous et je te passe la parole pour une introduction de la Fondation CLIC et son rôle dans ce mécanisme article 6. Merci beaucoup, Jacqueline. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci aux différents intervenants avant moi également. Donc voilà, je m'appelle Aurélien Pillet, donc je suis suisse de la région francophone et donc je suis basé à Zurich au sein de la Fondation CLIC et responsable donc pour la Tunisie et également pour le Maroc d'activités d'achat de certificats ITMOS. J'aimerais pouvoir commencer d'abord par discuter le rôle de la Fondation CLIC et les objectifs de la Suisse. Donc, premièrement, que fait CLIC? Que fait la Fondation? Donc, très clairement, comme vous avez pu le comprendre jusqu'à maintenant, donc de notre côté, du côté suisse, la Fondation CLIC achète des réductions d'émissions pour rendre les programmes de réduction de CO2 financièrement viables. Donc, ça, c'est très important. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On répond aussi aux objectifs de la Suisse, donc notamment des CDN. Comme vous pouvez peut-être le savoir, la Suisse s'engage donc dans ces CDN à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50% d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Cela correspond à une réduction moyenne, grosso modo, de 35% des émissions de gaz à effet de serre entre 2021 et 2030. Et d'ici 2025, la Suisse prévoit une réduction de 35% des gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. L'utilisation des ITMOS, point important, donc les résultats d'atténuation transférés à l'international via l'article 6 donc de l'accord de Paris,
seront utilisés partiellement. Donc, on parle d'un taux de compensation. Pour 2022, on vise 17%, pour 2023, 20%, pour 2024, 23%. Et au moins 15% de cette compensation doit être réalisée en Suisse. Donc ça, c'est des points importants à retenir. Ensuite, donc qu'est-ce qu'un Lightmost? Donc je pense que vous avez pu déjà bien saisir donc la définition de Lightmost, mais je me permets quand même de revenir sur ce point. Donc les Lightmost, ce sont des réductions d'émissions de carbone donc, transférées entre pays. Donc invisible mais crucial pour la lutte contre le changement climatique. La particularité des Lightmost, en fait, ils reposent sur une logique contrefactuelle. Donc en gros, il faut s'imaginer qu'au lieu de faire une action A, vous faites une action B. Mais que se serait-il passé si l'action A avait été faite? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, c'est un peu ça le mécanisme qui est derrière l'idée même de Lightmost. Les exigences, normalement, pour nous, pour les activités, sont nombreuses, mais notamment, il faut un respect des standards de qualité environnementale et sociale des pays participants. Il faut bien sûr éviter le double comptage, comme vous avez pu l'entendre par les différents intervenants qui m'ont précédé, et bien sûr une importance de pouvoir garantir aussi les droits de l'homme, l'intégrité environnementale et le développement durable à travers donc l'achat de ces Lightmost. Pour les critères d'éligibilité, les programmes donc doivent être additionnels donc, et renforcer les ambitions climatiques des pays partenaires. Donc ça, c'est des points très importants parmi les différents critères d'éligibilité. Comme on a pu le citer, donc l'accord de Paris est la pièce maîtresse qui a pu permettre donc ce mécanisme de financement. Donc l'accord de Paris et ses objectifs, très brièvement, donc 3 objectifs principaux de l'accord de Paris. On veut maintenir donc l'augmentation de la température mondiale bien au-dessus de 2 degrés, comme vous savez tous. On veut prévenir et réduire les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine et on veut agir dans 3 domaines, que sont l'atténuation, l'adaptation et le financement. Donc là, on touche vraiment à l'atténuation et au financement principalement, mais ça peut aussi avoir des co-bénéfices liés à l'adaptation, selon les types d'activités d'atténuation qui sont supportés. Pour revenir sur l'objectif de la Suisse, encore une fois, donc on veut réduire nos émissions, les émissions de la Suisse de gaz à effet de serre d'au moins 50% d'ici à 2030. Et donc l'article 6 de l'accord de Paris promeut donc parmi de nombreux aspects, l'intégralité environnementale et le développement durable, et donc va nous permettre d'éviter la double comptabilisation des réductions d'émissions grâce à des ajustements correspondants en bénéficiant de ce nouveau mécanisme de financement. Ici, donc, vous voyez l'équipe de CLIC de notre fondation. Donc, nous sommes principalement donc, basés à Zurich. Nous avons donc notre équipe internationale qui s'occupe de traiter les nombreuses, on va dire, activités que nous avons aux 4 coins du monde, basées sur ces accords climatiques donc, qui ont été signés avec nos pays partenaires, notamment la Tunisie. Et donc, moi-même, je fais partie de cette équipe et je m'occupe principalement de la Tunisie et du Maroc. Nous avons également notre réseau donc de General Manager, Country Manager, Relation Manager, basé donc dans les régions en question, nos régions partenaires, notamment avec Anas Feli, notre manager général, notre General Manager pour l'Afrique du Nord, qui va aussi se présenter plus tard à vous. Concernant l'accord 6 de l'accord de Paris, donc ce mécanisme de coopération, donc on parle vraiment du marché de carbone et des Lightmost. Donc c'est vraiment, les deux sont vraiment interliés. Donc l'élément central de l'accord de Paris, c'est de pouvoir offrir ces nouveaux mécanismes de financement, notamment le marché du carbone est l'un d'eux. Et l'objectif est donc de pouvoir permettre de respecter les engagements nationaux de réduction de gaz à effet de serre, tout en tapant cette nouvelle opportunité. Donc le fonctionnement des Lightmost, comme on a pu déjà en parler, ils sont créés par des projets de réduction d'émissions dans un pays, donc par des porteurs de projets, et tandis que les paiements vont venir donc d'un autre pays. Pour le transfert des Lightmost, donc les réductions d'émissions sont transférées de l'inventaire des gaz à effet de serre d'un pays, tel que la Tunisie, à celui d'un autre via des ajustements correspondants. Et ce processus peut se faire au niveau gouvernemental, comme vous avez pu le comprendre, ou par des partenariats aussi publics-privés, comme ceux mis en place par la Fondation CLIC.
la question du marché de conformité et des marchés volontaires. Donc, il faut faire une distinction donc, entre le marché de conformité, compliance market, où là, on parle de résultats d'atténuation qui sont certifiés, donc selon les règles strictes de l'accord de Paris et les conditions qui ont déjà été étayées par les intervenants précédents. Et les principes sont parmi tant d'autres, donc une intégrité environnementale, comme je l'ai déjà mentionné, une ambition accrue, il faut aller au-delà du business as usual, bien sûr, et une absence de double comptabilisation, extrêmement important. Quant au marché volontaire, voluntary market, ce marché est en grande partie autorégulé, où là, les participants, comme les entreprises, se fixent volontairement des objectifs de réduction d'émissions en s'alignant sur des normes indépendantes. Par rapport au cadre légal et la coopération bilatérale, donc au niveau de l'accord bilatéral, donc c'est important de nouveau de souligner que chaque pays partenaire, comme la Tunisie, définit donc les activités éligibles et les processus de transfert de crédits carbone. Donc les ITMOs sont vraiment transférés et contribuent à atteindre la CDN de la Suisse à travers ce mécanisme. Et le rôle de CLIC, donc, c'est de travailler principalement avec le secteur privé, notamment des consultants carbone, des fournisseurs de technologies, des investisseurs, des porteurs de projets de façon globale pour signer des contrats d'achat ITMOs. Pour les critères d'éligibilité, encore une fois, et la viabilité des programmes, donc les conditions des programmes, on parle de programmes qui doivent aller au-delà des objectifs inconditionnels de la CDN des pays, comme vous avez pu le comprendre. Ils doivent devenir viables grâce au paiement des ITMOs, et les projets pilotes et les cadres politiques ne sont donc pas forcément soutenus. Il faut des réductions directes d'émissions pour être soutenus. Pour les critères d'éligibilité, encore une fois, les projets doivent respecter la loi suisse sur le CO2, notamment, entre autres, on ne va pas pouvoir soutenir des projets d'hydroélectricité de plus de 20 MW, on ne va pas soutenir des projets liés à la réforestation ou à l'énergie nucléaire. La liste a pu être détaillée donc, dans les termes de référence de ce webinaire, si jamais vous avez un intérêt à avoir la liste détaillée. Et pour identifier un projet, normalement, il faut se demander donc, où les combustibles fossiles ou le méthane sont-ils émis et comment réduire ces émissions. Et ça sera vraiment la base de réflexion pour pouvoir conceptualiser donc, une activité d'atténuation. Pour les projets donc, de mécanismes de développement propre, donc qu'on appelle les MDP, donc les projets doivent respecter les exigences d'intégrité environnementale, encore une fois, mais les projets enregistrés avant novembre 2006 sont exclus. Donc ça, c'est un point important. On a fait la transition donc, de projet mécanisme de développement propre, MDP, à ce mécanisme ITMOs. Donc voilà, je vais sans tarder passer la parole à mon collègue, notre représentant donc, pour la région MENA, Anas, qui va vous détailler plus, bien sûr, en profondeur, les conditions de cet appel à projet. Merci beaucoup pour votre attention. Anas, je te passe la parole. Merci Aurélien, merci Raïda, merci Jonathan, merci Jacqueline. Bonjour à toutes et à tous. Alors, juste avant de démarrer la présentation, je voulais juste préciser que Aurélien et moi-même serons à Tunis la semaine prochaine et on serait ravis de vous rencontrer en marge du sommet des carbomètres qui est organisé par l'ANME, le PNUD, l'UTICA et plusieurs autres intervenants. On serait très heureux d'être mis en contact avec vous. N'hésitez pas à nous envoyer un email ou juste de nous préciser dans le chat. Alors, pour l'appel à projet, donc effectivement, comme l'avait rappelé notre collègue Jonathan, il y a eu un appel à projet qui a été lancé en présence de Madame la ministre de l'Environnement et de Monsieur l'ambassadeur de Suisse en Tunisie, qui a été lancé fin mai 2024. C'est un appel à projet que la Fondation CLIC lance dans l'ensemble des pays partenaires avec lesquels le gouvernement suisse a signé un accord bilatéral. Et c'est un appel à projet qui dresse une liste de critères qui cadre un peu les types de projets sur lesquels nous pouvons nous focaliser pour justement aboutir à une transaction ITMO comme suggéré par l'accord de Paris. On peut passer à la prochaine slide, s'il vous plaît.
Alors, comme l'avait précisé Aurélien juste avant mon intervention, il y a effectivement plusieurs critères d'exclusion. Je crois on peut les revoir très rapidement pour que pour que vous puissiez bien vous familiariser avec. Donc, c'est l'exclusion de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'utilisation des combustibles fossiles et des carburants fossiles, les projets hydroélectriques de plus de 20 mégawatts, les activités dans les grandes entreprises industrielles qui ne sont pas conformes à la technologie de pointe. Ça aussi, c'est un critère qui est important. Des projets dans le secteur des déchets qui ne vont pas s'appuyer sur la valorisation ou la réduction des déchets, ainsi que la séquestration biologique du CO2, le déboisement et la dégradation des forêts. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas travailler. Et le critère le plus important, effectivement, c'est l'alignement avec la contribution déterminée au niveau national du gouvernement tunisien. Parce qu'effectivement, c'est bien le pays hôte qui fixe les activités qui sont éligibles, notamment à travers les objectifs qui sont fixés par la contribution déterminée au niveau national. On doit être sur des projets qui vont au-dessus, au-delà de la contribution déterminée au niveau national, et aussi la conformité avec le cadre national tunisien pour l'article 6, qui est en cours d'élaboration et qui, je suis sûr, sera opérationnel très, très rapidement. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, comment est-ce qu'on sélectionne une activité d'atténuation? On a vu les critères d'éligibilité des activités. Étant donné qu'on est sur un marché de conformité, comme l'avait précisé Aurélien, il est très important pour nous d'avoir une lettre d'intention de la part des deux gouvernements. Alors, vous allez beaucoup voir l'intervention des deux gouvernements sur le processus d'acquisition des ITMO, parce que c'est effectivement quelque chose qui est très différent du marché volontaire. Ce n'est pas un marché autorégulé, c'est même un marché régulé par trois parties: la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, le gouvernement hôte et le gouvernement acquéreur. Ici, on a donc besoin d'une lettre d'intention, de deux lettres d'intention, des lettres des gouvernements tunisiens et suisses après l'évaluation du MAIN, qui est donc la note conceptuelle assez simplifiée de l'activité d'atténuation. Et c'est des lettres qui nous permettent justement qui permettent aux deux gouvernements de déclarer leur intention pour l'utilisation de cette activité d'atténuation à des fins de transfert d'ITMO, mais aussi l'intention des deux gouvernements à appliquer l'ajustement correspondant que mes collègues ont pris le temps de vous expliciter. On a aussi une insistance très forte sur la pertinence de la contrepartie. Il faut véritablement traiter avec des acteurs qui ont la capacité financière et opérationnelle pour porter les activités d'atténuation qui sont identifiées. Il faut effectivement que la CDN soit inclue, que l'activité soit inclue dans les CDN. Sur le volume, on est sur un volume à minimum de 250 000 tonnes jusqu'à 2030. C'est un volume qui peut paraître assez difficile à atteindre, mais c'est un volume qui impose une certaine ingéniosité dans le montage de projet. On est tout à fait preneur pour ce qu'on appelle des agrégateurs d'activités d'atténuation, pour en faire une sorte de programme d'activité. Donc, on peut prendre par exemple plusieurs activités d'atténuation à travers plusieurs entités, dans plusieurs géographies différentes, tout en restant bien sûr dans le même pays. Et c'est quelque chose qui permet justement d'atteindre ce niveau de 250 000 tonnes de CO2 évité jusqu'en 2030. Alors, il faut prendre en compte dans vos calculs que l'année 2030 est une année pleine, parce que la Fondation CLIC achète ses ITMO jusqu'au 31 décembre 2030. Donc, l'année 2030 est une année pleine à considérer pleinement pour la génération de ces ITMO. Le critère numéro 6, c'est un focus sur la plausibilité du modèle d'affaires. On cherche des activités où il y a un potentiel de reproductibilité et d'extensibilité de l'activité, qui justement va permettre d'aller au-delà des 250 000 tonnes de CO2 évitées d'ici à 2030. En termes de niveau technologique, on recherche des activités qui sont à l'état de la technologie de pointe disponible sur le marché mondial. Donc, on cherche véritablement des activités qui ne vont pas être désuètes très rapidement après la fin de notre contrat d'achat d'ITMO. Alors, slide suivante, s'il vous plaît.
Alors, sur les exigences de financement et de viabilité, il nous faut un modèle d'affaires qui est compatible avec le financement basé sur les résultats, parce qu'effectivement, j'ai vu la question sur le chat, c'est effectivement ce qu'on appelle des paiements à débours. Donc, ça veut dire qu'on paye de manière annuelle et uniquement sur vérification des ITMO qui ont été transférés, parce qu'il y a aussi l'implication d'une partie tierce en amont sur la validation de l'activité d'atténuation, qu'elle correspond justement à tous les critères qui ont été énumérés, et aussi une partie tierce qui intervient pour la vérification des émissions qui ont été évitées. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que la Fondation CLIC est une organisation qui octroie du financement basé sur les résultats. Ça veut dire qu'on ne paye que ce qu'on a reçu, que ce qui a été effectivement vérifié. Alors, il faut aussi mettre en place, mettre en évidence plutôt le rôle probant du carbone, c'est-à-dire montrer la nécessité d'avoir ces ITMO pour la mise en œuvre et le fonctionnement durable de l'activité. Il faut qu'à un moment, par contre, que l'autosuffisance soit atteinte, idéalement à la fin de la période Alors, idéalement, à la fin de la période d'acquisition de ces ITMO, qui est donc le 31 décembre 2030. Pour le risque de double comptage, on en a beaucoup discuté aussi. Pour la promotion des ODD, il faut effectivement avoir une contribution aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Alors, sur les secteurs d'activité qui impliquent de l'atténuation, il est très difficile d'aller à l'encontre de ces objectifs de développement durable, mais il s'agit ici de les mettre en évidence et d'être assez clair là-dessus. Sur l'intégrité environnementale, il faut véritablement veiller à ce que l'activité d'atténuation ne génère pas des conséquences qui dégradent l'environnement ambiant, que ce soit aussi des réductions d'émissions réelles, additionnelles et permanentes. On ne veut pas effectivement que les émissions évitées jusqu'en 2030 reviennent post-2030. Donc, il faut montrer dans le Mitigation Activity Idea Note que vous nous envoyez, il faut véritablement montrer que ces risques-là sont atténués au maximum de ce qui peut exister. Sur le risque de violation des droits de l'homme, c'est effectivement, il ne faut pas avoir de risque que l'activité résulte sur des violations des droits de l'homme ou des traités internationaux, qui sont d'ailleurs signés par les deux gouvernements, que ce soit le gouvernement tunisien ou le gouvernement suisse. Sur le risque de corruption, il nous faut une stratégie d'atténuation de ces risques. Et aussi, quelques risques qui concernent les limites et la prévision de l'activité, que ce soit des risques politiques, climatiques, de marché, des mesures d'atténuation. Voilà. Donc, on cherche véritablement des activités d'atténuation qui vont poursuivre une approche assez holistique de l'atténuation du risque et qui vont pouvoir véritablement générer le plus de co-bénéfices possible en adéquation notamment avec la vente d'ITMO. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, l'ajustement correspondant à ça, on a eu le temps de beaucoup nous attarder dessus, donc je propose qu'on passe à la prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre exactement à travers le mécanisme qui est mis en place et quelle est en fait la véritable mission de la Fondation CLIC? C'est assez simple, c'est de débloquer les investissements qui n'auraient pas été possibles sans la vente de ces ITMO et d'aboutir à une réduction globale des émissions de CO2. C'est vraiment des investissements verts qui doivent apporter des effets secondaires. Ça, il faut beaucoup insister dessus parce que les co-bénéfices sont très importants dans les activités ITMO. C'est des économies directes de coûts, notamment dans ce qui va concerner le solaire, pour des pays qui sont très dépendants sur les hydrocarbures, que ce soit en Tunisie ou au Maroc. Une augmentation de la qualité du produit qu'on peut atteindre en utilisant des technologies plus avancées, une amélioration des conditions de travail, que ce soit lié à la qualité de l'air ou la sécurité au travail, et aussi une autosuffisance des activités. Donc, c'est post-2030, avoir une activité qui tient le coup toute seule et qui est une activité qui va perdurer dans le temps. Voilà. Prochaine slide, s'il vous plaît. On peut aller à la prochaine directement.
Alors, sur les technologies admissibles, on a tendance notamment à nous focaliser exclusivement sur le CO2 parce qu'on parle en volume de CO2 équivalent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'article 6.2 et le mécanisme mis en place par la Fondation CLIC peuvent bénéficier à des activités qui vont sur d'autres gaz. Sur la contribution déterminée au niveau national, que ce soit en Tunisie ou au Maroc, il y a plusieurs gaz qui sont répertoriés. Si je ne me trompe pas, ils sont au nombre de 5 ou 6. On a tendance à nous focaliser sur le CO2 parce que la transition énergétique est une grande question dans les pays d'Afrique du Nord. Mais il y a aussi d'autres gaz qui sont très importants, notamment le méthane, que ce soit dans les procédés agricoles ou que ce soit dans la gestion des déchets. Le CO2 peut aussi être perçu par l'angle de l'efficacité énergétique, de la mobilité électrique. Il y a aussi plusieurs choses qu'on peut repérer sur le secteur du refroidissement vert. On a justement ces gaz qui sont les hydrofluorocarbonates qui ont un potentiel calorifique qui est beaucoup plus important que le CO2. Et il y a différentes méthodologies pour traduire donc ces différents gaz en CO2 équivalent. Et c'est véritablement, voilà, focalisez-vous sur les gaz à effet de serre qui sont répertoriés par la NDC de la Tunisie, parce que ces gaz ont été répertoriés pour une raison et c'est des contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre de ce pays. Voilà, prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, quelques exemples très concrets d'activités d'atténuation qu'on a déjà mis en place. Donc, vous avez ce que vous voyez ici sur l'écran, mais si on passe à la prochaine slide, on a aussi le portefeuille de la Fondation CLIC en Afrique du Nord. Donc, on a notamment un programme qui s'appelle Solar Rooftops 500, SR500, qui est un mécanisme de financement qui fournit un financement direct aux installations de panneaux photovoltaïques au profit des acteurs industriels et commerciaux. Donc, c'est un programme qu'on a monté avec notre partenaire Africa Climate Solutions qui vise un volume de 2 millions de tonnes de CO2 équivalent et qui dure de 2024 à 2030. Et l'objectif de cette activité, c'est effectivement d'utiliser les revenus générés par les ITMO de manière annuelle pour raccourcir les périodes de remboursement des panneaux solaires. Donc, on est ici en train de lever une barrière de marché qui existe au Maroc. Donc, ça, c'est une activité qu'on a aujourd'hui au Maroc. Prochaine slide. Alors, sur la Tunisie, on a un portefeuille qui est grandissant aujourd'hui. Donc, comme l'avait rappelé notre collègue Raïda, l'accord avec la Tunisie a été signé en décembre 2023. Et donc, on a déjà une activité d'atténuation qui est aujourd'hui sur la table et qui est à l'étude. C'est une activité d'amélioration de l'efficacité énergétique dans l'industrie chimique. Donc, c'est véritablement un projet phare sur lequel on travaille avec nos collègues du groupe chimique tunisien, du ministère de l'Environnement et de la GIZ. La structuration détaillée de ce programme est en cours de préparation et on a très hâte de voir les résultats que ça peut donner. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, on a aussi un projet qui est aujourd'hui sur la table, qui est en attente d'examen par les deux gouvernements. C'est une activité de pompage et d'irrigation solaire. Donc, effectivement, l'éco-bénéfices dont on parlait tout à l'heure peuvent être perçus dans cette activité. C'est une activité où, justement, on vise l'installation de systèmes de pompage d'irrigation solaire intelligents. Donc, il y a la partie intelligente qui se rajoute par rapport aux générateurs diesel. C'est des générateurs photovoltaïques qui vont pouvoir être coupés si les autorités locales considèrent qu'on a atteint un niveau critique des nappes phréatiques. Et on sait très bien que voilà, la problématique de l'eau est très importante en Afrique du Nord. Et si les projets d'atténuation peuvent aider à alléger le fardeau de la sécheresse et de la détresse hydrique, on est très heureux de pouvoir y contribuer. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, je pense que vous avez eu assez de détails lors de ce webinaire sur les différentes étapes d'appréciation d'un projet. Je vais en une minute très rapidement passer sur la roue et de toute façon, vous aurez les slides et ce webinaire sera enregistré, donc vous aurez accès à l'ensemble de ces informations.
Mais très très rapidement, à l'étape numéro 1, on doit avoir l'enregistrement du porteur de projet sur la plateforme de Click. L'étape numéro 2, c'est donc la candidature en quelque sorte de l'activité, notamment à travers ce document, le Mitigation Activity Idea Note, qui est un document d'une petite dizaine, quinzaine de pages qui doit être envoyé qui reprend en fait les critères d'éligibilité que vous avez pu voir dans les slides juste avant. L'étape numéro 3, c'est donc l'étape d'évaluation, où on demande justement ces fameuses lettres d'intention qui sont données à la fois par le gouvernement tunisien et le gouvernement suisse. Sur l'étape numéro 4, la fondation Click peut débloquer jusqu'à 150 000 $ après le retour positif des deux gouvernements, jusqu'à 150 000 $ pour développer tout un tas de documentations qui vont servir justement le projet. Et le document le plus important qui est produit ici, c'est le Mitigation Activity Design Document, le MAD, MADD. Donc, pour les personnes qui ont déjà travaillé sur le mécanisme de développement propre, c'est ce qu'on appelait à l'époque le PDD. Jacqueline, je t'en prie. Oui, j'ose t'interrompre. Il y a une question dans le chat qui demande concernant les délais. Peut-être tu peux tout de suite l'inclure ici. Bien sûr, avec plaisir. Alors, sur les délais, c'est effectivement difficile à jauger aujourd'hui. La volonté des deux gouvernements et la volonté de la Fondation Click, c'est de travailler le plus rapidement possible sur ces activités. Ça, c'est des ambitions qui ne sont pas cachées. Aujourd'hui, c'est un processus qui est assez nouveau pour tout le monde. Donc, il y a beaucoup de learning by doing sur l'ensemble de ces activités. Et on peut estimer que selon les procédures mises en place par les différents gouvernements, il faut estimer entre 7, 8, 9 mois la période pour faire le tour de cette roue de l'action climatique. Voilà. Donc, à l'étape numéro 4, comme je disais, la Fondation Click peut débloquer jusqu'à 150 000 $ pour le développement de ces documents. L'étape numéro 5 concerne justement la validation. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat qui concernait la validation. La validation est faite par une partie tierce qui est agréée à la fois par les gouvernements tunisiens et les gouvernements suisses. Ça se fait en fait par ce qu'on appelle un VVB, un Verification and Validation Body, qui va venir en fait vérifier que l'ensemble des critères pour la comptabilisation de cette activité sous l'article 6.2 sont atteintes. On passe ensuite à l'étape d'autorisation, qui est une étape déclarative au sens de l'accord de Paris, parce que voilà, c'est du droit international et c'est donc du droit de nature déclarative. Donc c'est une lettre qui déclare l'autorisation pour cette activité dans l'usage des ITMO et aussi qui a un engagement final pour l'application de l'ajustement correspondant, qui est un peu le processus technique qui permet l'existence de toutes ces activités. Et on passe ensuite à l'étape numéro 7, qui est l'implémentation. Et là, vous l'aurez compris, on n'accepte pas d'activités qui auraient déjà débuté. On n'accepte pas des activités où il y a un engagement financier significatif qui a été pris. Et ça, c'est des choses très importantes pour pouvoir ensuite prouver l'additionnalité de l'activité. Donc, c'est une additionnalité à la fois financière, mais aussi une additionnalité en termes de contribution aux objectifs de la CDN. Voilà. La prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, je pense que celle-là, on peut la sauter pour aujourd'hui. Donc, voilà. Juste en guise de conclusion, quelques petits points. Donc, il ne faut pas oublier que le mécanisme qui est mis en place par la Fondation Click n'est pas une solution miracle. C'est une contribution à plusieurs solutions qui servent à débloquer les investissements sur la décarbonation et les activités d'atténuation. Il y a un volume minimal qui est nécessaire pour réduire les frais généraux qui sont liés à l'autorisation et au contrôle. Donc, c'est vraiment très important d'atteindre au moins ces 250 000 tonnes de CO2 d'ici à 2030. Il y a aussi des besoins en financement qui peuvent être en adéquation avec les réductions d'émissions attendues. Et le principe de la Fondation Click par tonne de réduction est basé sur le coût de la mise en œuvre. Donc, c'est vraiment un mécanisme qui est assez flexible sur la tarification de ces ITMO.
Voilà. On cherche véritablement des financements, des investissements verts qui doivent devenir financièrement attractifs grâce au soutien de la Fondation Click et à long terme chercher à s'autofinancer. Donc ça aussi, c'est la soutenabilité de l'activité qui est très importante. Et les paiements de la Fondation Click doivent contribuer à débloquer des financements. Donc on travaille véritablement sur la structuration du financement. On parlait d'évaluation à l'étape numéro 3, mais c'est véritablement un esprit de coopération qui se met en place entre nous une fois que l'activité est envoyée. Donc, on conseille, on retravaille les documents avec les porteurs de projets et on cherche véritablement voilà, à contribuer le plus positivement possible à ce processus. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie de votre attention et je pense qu'on a encore quelques questions dans le chat. Tout à fait. Merci beaucoup à mes collègues Aurélien et Anas pour cet aperçu très efficace et très riche. J'en ai quelques questions dans le chat qui sont priorisées. Donc, tout d'abord, la question concernant les secteurs et les technologies priorisées. Peut-être je passerai tout de suite la parole à Raïda du ministère de l'Environnement ici. Pour le gouvernement tunisien, quels sont les secteurs priorisés qui sont visés et quelles sont les technologies dont vous souhaiterez voir plus en prochain avenir? Raïda, est-ce que tu peux répondre à cette question? Oui, en effet, je m'attendais à ce que cette question soit répondue du côté de la Suisse. Pourquoi? Parce que vous avez plus de clarté sur vos objectifs. Je sais bien que vous avez toute une liste state of the art technology. Donc, déjà, du côté suisse, le promoteur, il peut comprendre aisément par rapport au secteur et projets prioritaires. Par rapport maintenant au gouvernement tunisien, justement, c'est une chose sur laquelle on est toujours en train de travailler parce que comme je viens de mentionner dans notre CDN, ce n'était pas explicité de manière détaillée. Il y a des travaux, je ne vous cache pas, qui ont été faits avec les secteurs. Le ministère de l'Environnement n'a pas vraiment le niveau de détail de la technicité pour dire, mais je sais bien qu'il y a certains secteurs et sous-secteurs qui sont, je dirais, pressentis pour développer des projets dans le cadre des marchés carbone, comme le cooling, les cimenteries également, des déchets. Donc, il existe, mais je n'ai pas vraiment une liste, mais c'est l'objectif du cadre sur lequel on est en train de travailler. Donc, on s'attend d'ici quelques mois à les mettre noir sur blanc, quoi, une liste positive. Voilà, ça, c'est d'office accepté. Ça doit être donc revu par l'AND. Voilà. Merci beaucoup, Raïda. Liste positive, c'est le mot-clé. Anas, Aurélien, est-ce que vous voulez dire quelque chose du côté du gouvernement suisse ou côté Fondation Click? Quelles sont les priorités pour la Tunisie? Alors, je me permets, Aurélien, sur effectivement la CDN de la Tunisie est une CDN qui est assez flexible. On l'a vu, hein, c'est un calcul qui est basé sur des indicateurs économiques. Et donc, je pense que là, ça a été effectivement l'intelligence des concepteurs de la CDN en Tunisie d'avoir choisi cette voie parce que ça leur permet une flexibilité plus large sur les activités qui peuvent être priorisées sur ces mécanismes, qui cherchent justement à combler un déficit d'investissement. Alors, il y a effectivement beaucoup de demandes aujourd'hui, beaucoup de questionnements que nous, on voit auprès des acteurs tunisiens avec lesquels on a été en contact. Il y a un grand focus sur l'énergie renouvelable. Je pense à l'AIDA, il faudra s'attendre à recevoir beaucoup de mails là-dessus, parce que tout le monde en Tunisie nous parle de décarbonation. Il y a aussi le contexte qui est aussi propice avec l'entrée en vigueur du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne. Et donc, il y a tout un attrait pour les énergies renouvelables, que ce soit pour les secteurs commerciaux et industriels. Voilà, il y a un véritable attrait pour l'énergie renouvelable. Il y a aussi la gestion des déchets qui est très importante.
parce que sur un projet de déchets, on est rarement complètement bénéficiaire quand on est sur un projet de déchets. Il y a toujours une mention de l'État, que ce soit les collectivités territoriales ou l'État central, qui se focalise sur qui est débloqué pour ces projets de déchets. Et donc, c'est aussi voilà, des projets d'infrastructure qui coûtent très, très cher et où je pense que les financements additionnels qui sont générés par les ITMO seraient les bienvenus. En bref, pour la côté suisse, c'est clair ce qui est exclu, mais ce n'est pas toujours tout à fait clair dès le début ce qui est inclus, ce qui est éligible. J'espère que cela suffit concernant les secteurs priorisés. J'ai une autre question avec certaines urgences. De Marcelin, qu'est-ce qui se passe au-delà de 2020, 2030? Anas, peut-être tu veux prendre cette question en premier? Bien sûr, effectivement, c'est une question qui revient beaucoup sur la période post-2030. Alors, ce dont il faut se rappeler, c'est que le mécanisme de l'article 6.2 existe dans son contexte national et international. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que les pays aujourd'hui ont formulé des contributions déterminées au niveau national qui vont jusqu'en 2030, que ce soit la Tunisie ou la Suisse. Les CDN ont un horizon temporel jusqu'en 2030. La loi sur le CO2 en Suisse, elle aussi a un horizon temporel jusqu'en 2030. Donc, il est difficile aujourd'hui pour nous de nous prononcer sur la continuité de ces activités de transfert d'ITMO post-2030. Mais ça vous donne une motivation, à mon avis, encore plus grande pour agir le plus rapidement possible. Voilà. Merci beaucoup. Mais, Côté tunisien. Merci Raïda pour lever la main. Je rajoute par rapport à ce qu'a dit Anas, par rapport au-delà de 2030, par exemple, si le projet il va continuer à fonctionner et à générer des réductions des émissions, ces dernières elles vont être la propriété du porteur du projet. Donc, voilà, donc ce n'est plus transférable au niveau international, mais ça bénéficie au pays et au porteur du projet. Juste une clarification. D'accord. Merci beaucoup. Je vois que Gada a levé sa main. J'imagine qu'il s'agit de quelque chose d'urgent en lien avec ce qu'on vient de discuter, Gada. Vous m'entendez? Oui, à peu près. Alors, très loin. La présentation. J'ai juste une petite question par rapport à ce qui a été mentionné par rapport au délai des autorisations. Anna, sur ce que vous dites, il y a un délai de 7, 8 à 9 mois. Là où vous parlez du délai des autorisations par rapport aux phases main et à l'obtention des lettres d'entente et de la phase main, ou bien vous parlez juste que du main et des lettres d'intention? J'ai juste besoin de ce détail-là. Parce que nous avons déposé, ça fait 3 mois, notre demande de lettre d'intention et nous attendions jusque-là la réponse en fait, du gouvernement tunisien. Merci Gada. Donc, encore une fois, très bref, la réponse, s'il te plaît. Merci beaucoup Rada pour la remarque. Effectivement, c'est un processus qui a géométrie assez variable. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués. Il y a la Fondation CLIC qui est impliquée au début. Ensuite, il y a les deux gouvernements qui sont impliqués. Il y a aussi les validateurs qui sont impliqués, qui eux aussi ont leur propre délai. Et aussi, encore une fois, au dernier stade, une implication une deuxième fois des deux gouvernements et aussi de la Fondation CLIC. Donc, c'est des processus qui ne sont pas encore rodés. C'est des processus qui sont encore en cours de construction. Effectivement, il peut y avoir des retards effectivement sur certaines choses, mais c'est un processus en développement et je laisserai Raïda peut-être expliquer un peu plus sur le framework et la difficulté de délivrer des lettres d'intention aujourd'hui. Oui, en effet, je pense que les délais que tu viens de citer, Anas, on va dire en moyenne de 7 à 9 mois,
c'est à partir du premier accord dans la lettre d'intention, qui est incorporé dans la lettre d'intention. Donc ici, il ne faut pas oublier, nous sommes dans un contexte de démarrage. Donc le cadre institutionnel n'existe pas encore. Donc c'est 7-9 mois, toutes choses égales par ailleurs. Si le cadre il est déjà là, si la roue il est en train de tourner. Mais nous sommes tout au début. J'espère qu'une fois on aura le cadre de gouvernance qui est opérationnel, donc c'est toujours une moyenne, mais c'est à partir du premier accord sur la lettre d'intention, parce que c'est le point de départ de tout le process. Merci beaucoup, Raïda. J'espère que ça suffit à Gada. Donc, il y a une question importante de Vincent qui a été posée. En fait, il y a plusieurs questions de Vincent, mais je vais aborder surtout et d'abord critères d'éligibilité concernant les porteurs de projets. Je pense que ça vaut la peine de répéter encore qui sont les porteurs de projets préférés. Raïda, Anas, Aurélien, qui veut prendre la parole? Oui, Raïda. Alors, juste pour dire que généralement, les porteurs du projet, ce sont des entreprises. Surtout, ils ne sont pas des particuliers. Après, chaque pays, il peut décider. Normalement, c'est des entreprises, ils peuvent être publics ou privés, international ou national. Donc, toutes les options sont possibles, mais c'est le pays qui décide et qui donc publie ses critères d'éligibilité dans son cadre national, article 6. Ça sera le cas également pour la Tunisie. A priori, on va considérer les entreprises publiques, privées et également internationales. Merci. Beaucoup. Fondation Click. Quels sont les porteurs de projets idéaux pour nous? Oui, je me permets de répondre sur ce point. Donc, on va regarder bien sûr aussi l'expérience des porteurs de projets, notamment leur force financière, leur capacité à mettre en œuvre des projets qui peuvent aller de l'avant. Et puis aussi, on va s'assurer qu'il y a une vraie fiabilité de l'entité, chargée de la mise en œuvre sur le terrain. Donc, c'est important de pouvoir travailler avec des organismes qui ont une certaine réputation et une certaine assise. Merci beaucoup. C'est une importante ajoute importante. Il y a une autre question aussi de Vincent qui touche les questions du processing. Auriez-vous des recommandations concernant le pourcentage du financement du projet qui devrait être couvert par la vente d'ITMO, 5%, 10%, 50%? Je passe la parole à la Fondation Click, puisque vu que c'est un contrat commercial qui s'est fait entre Click et le porteur de projet et qui n'est pas discuté avec les gouvernements, donc il appartient à la Fondation, sans Click de répondre à cette question. Anas, Aurélien, je dois... Non, bien sûr. Alors, il n'y a pas, effectivement, c'est comme je disais lors de la présentation, le mécanisme est un mécanisme qui est assez flexible. La vente d'ITMO, je ne peux pas vous donner un chiffre précis, ça dépend de l'activité qui est développée. C'est pas l'approche correcte pour déterminer le prix de l'ITMO. Ce que l'ITMO cherche à financer, c'est le gap de rentabilité qui rend l'activité d'atténuation attrayante. Je pense, voilà, je vais vous laisser là-dessus et on pourra discuter peut-être plus en détail sur des activités que vous avez en tête précisément. De toute façon, on ne peut pas donner une réponse qui one size fits all, parce que ça c'est vraiment issu, résultat d'une négociation et des éclaircissements sur les faits, les données et les revenus et tout cela. Donc, on ne peut pas donner une réponse générale. Vincent, je m'excuse. On a encore, enfin, on a reçu la fin de notre émission, de notre webinaire. Je vois, il y a quand même quelques questions dans le chat. Si vous êtes d'accord, on prolonge pour peut-être 5 minutes, si vous êtes d'accord. Donc, il y a une question priorisée. Une initiative, par exemple, d'une entité intercommunale, doit-elle se limiter à une seule solution technologique
ou peut-elle comprendre plusieurs solutions? Aurélien et Anas, il y a des mouvements dans le côté suisse, mais peut-être Raïda a déjà une réponse de la partie tunisienne à cela. Sur la génération d'ITMO, alors doit-elle se limiter à une seule solution technologique? Alors préférablement oui. Maintenant, il y a des cas où ça peut être inévitable d'avoir plusieurs approches technologiques sur la même activité, mais nous, on prioriserait voilà, l'utilisation d'une technologie au sens de la méthodologie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, il y a plusieurs méthodologies qui sont acceptées, entre guillemets. Donc, c'est des méthodologies qui relèvent notamment du mécanisme de développement propre, mais aussi des méthodologies qui relèvent du gold standard ou de Vera. Alors, j'ai dit accepter entre guillemets parce que voilà, c'est des méthodologies qui donnent des indications, mais les deux gouvernements, le gouvernement tunisien et le gouvernement suisse, restent souverains par rapport à la décision qui est rendue en ce qui concerne ces activités. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de la part tunisien à dire sur les questions de mythologie? Non, de mon côté, donc je n'ai pas une très grande connaissance par rapport aux technologies adoptées déjà dans le MDP. Ok, merci. Alors, je vois maintenant une question large de Asma avec 4 sous-questions. Moi, je propose qu'on le traite séparément du point de vue individuel. Comme je l'avais dit au début de ce webinaire, il y a toujours le Terms of Reference accessible sur notre site Internet et aussi dans l'invitation que nous avons envoyée pour ce webinaire. Donc, il y a beaucoup de questions où il y a des réponses là-dedans. Mais n'hésitez pas à nous contacter directement si vous avez encore des questions importantes, pertinentes, ou si vous voulez discuter de votre idée d'activité. Avant de clôturer ce webinaire, je pense que ce serait lieu de donner la parole aux représentants des gouvernements, une fois, pour une petite mot de clôture de notre webinaire. De ma part, je vous remercie tout le monde pour avoir participé. C'était une discussion très vive, très riche, très intense. Merci beaucoup. Et j'espère qu'il y a beaucoup d'activités qui résultent de ce webinaire. Oui. Merci, Jacqueline. Est-ce que je peux te donner le mot pour une... Oui. Merci, Jacqueline. Juste un dernier détail, parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question qui est très importante. Est-ce que l'engagement dans le cadre des marchés carbone va dérailler la Tunisie de sa trajectoire pour 2030 ou 2050, le net zéro? Donc, je dirais ici, ça a été déjà cité pas mal de fois par Anas et Aurélien, que généralement, dans l'article 6, on finance les projets qui sont additionnels à la CDN. Parce que comme je viens d'expliquer, tout ce qui est inconditionnel, la Tunisie compte le faire par ses propres moyens. Donc, si on va recourir à l'article 6, c'est pour des projets pour lesquels, comme ça a été expliqué, la viabilité financière, elle est difficile donc à y parvenir. Donc, tout dépend du pays. Un pays qui gouverne bien, il va choisir des projets qui sont vraiment conditionnels et additionnels à son propre effort. Et là, vraiment, c'est tout le challenge. Voilà, donc on arrive à la fin de notre événement. Je m'attends, donc, comme on dit en anglais, I look forward pour le développement des projets avec Click. Et vraiment, je m'impatiente à continuer dans cet exercice, cette aventure d'apprentissage collectif. C'est vraiment très challenging pour les prochains mois. J'espère qu'on va avancer tous ensemble et ce n'est que les débuts. Donc, merci à Jacqueline, Anas, Aurélien et à tous donc, les participants pour leur intérêt, pour leurs questions toujours pertinentes et à la prochaine.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Jonathan, salutations à l'ambassadeur de la Suisse en Tunisie. Sera fait. Et aussi, je dirais bonne chance aux porteurs de projets. Et moi aussi, looking forward to aller sur le terrain une fois que le premier projet lié à la Fondation SCLI sera mis en œuvre. Et j'espère que ça va aussi passer déjà dans les prochaines, l'année prochaine peut-être. Oui. Merci Jonathan, merci pour l'engagement de l'ambassade également. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci Au beaucoup. revoir, passez une bonne revoir. journée. Allez, Merci, au revoir. au revoir. Bonne Un journée. grand merci, au revoir.